Chapitre 1. Ici, personne n'arrivait jamais par hasard. Car ici, c'était le bout du monde, ce sud extrême du Chili qui fait de la dentelle dans les eaux froides du Pacifique. Sur cette terre, tout était si dur, si désolé, si malmené par le vent, que même les pierres semblaient souffrir. Pourtant, juste avant le désert et la mer, une étroite bâtisse aux murs gris avait surgi du sol, la ferme des Polo Verdo. Les voyageurs qui parvenaient jusque-là s'étonnaient de trouver une habitation. Ils descendaient le chemin et frappaient à la porte pour demander l'hospitalité d'une nuit. Le plus souvent, il s'agissait d'un scientifique, un géologue avec sa boîte à cailloux, ou d'un astronome en quête de nuits noires. Parfois, c'était un poète. De temps en temps, un marchand d'aventure en repérage. Chaque visite, par sa rareté, prenait une allure d'événement. La femme Polo Verdo, main tremblante, servait à boire avec une cruche ébréchée. L'homme, lui, se forçait à dire 2 mots à l'étranger, pour ne pas paraître trop rustre. Mais il était rustre tout de même, et la femme versait le vin à côté du verre. Et le vent sifflait tant sous les fenêtres disjointes qu'on croyait entendre hurler les loups. Ensuite, quand le voyageur était parti, l'homme et la femme refermaient leurs portes avec un soupir de soulagement. Leur solitude reprenait son cours, sur la lande désolée, dans la caillasse et la violence. L'homme et la femme Polo Verdo avaient un enfant, un garçon né de la routine de leur lit, sans amour particulier, et qui poussait comme le reste sur cette terre, c'est-à-dire pas très bien. Il passait ses journées à courir après les serpents. Il avait de la terre sous les ongles, les oreilles décollées à force d'être rabattu par les rafales de vent, la peau jaune et sèche, les dents blanches comme des morceaux de sel, et s'appelait Paolo. Paolo Polo Verdo. C'est lui qui vit venir l'homme là-bas sur le chemin par un jour chaud de janvier, et c'est lui qui courut avertir ses parents qu'un étranger arrivait. Sauf que cette fois-là, ce n'était ni un géologue, ni un marchand de voyage, et encore moins un poète. C'était Ángel Alegría, un truand, un escroc, un assassin. Et lui, pas plus que les autres, n'arrivait par hasard dans cette maison du bout de la terre. La femme Polo Verdo sortit sa cruche. Ses yeux croisèrent ceux d'Ángel Alegría, des yeux petits, enfoncés dans leurs orbites comme à coups de poing, des yeux où se lisait la méchanceté brute. Elle trembla plus que de coutume. Son homme, assis sur le banc face au truand, demanda « Vous resterez ici longtemps ?» « Oui, » répondit l'autre. Il trempa ses lèvres dans le vin. Dehors, des nuages chargés de pluie remontaient de la mer. Paolo s'était éloigné de la maison. Il attendait que les gouttes tombent, le visage levé vers le ciel, bouche ouverte. Il était comme les bêtes de cette terre, assoiffé en permanence, instinctif et avide. Les poètes venus en visite l'avaient comparé à une graine plantée dans la roche, condamnée à ne jamais donner de fleurs. Il était une sorte de balbutiement, un simple murmure d'humanité. Alors que les premières gouttes s'écrasaient dans la poussière et sur la langue de Paolo, Ángel Alegría sortit son couteau et le planta dans la gorge de l'homme, puis dans celle de la femme. Sur la table, le vin et le sang se mêlèrent, rougissant pour toujours les rainures profondes du bois. Ce n'était pas le premier crime d'Ángel. Là d'où il venait, la mort était monnaie courante. Elle mettait un terme aux dettes d'argent, aux disputes d'ivrogne, aux tromperies des femmes, aux trahisons des voisins, ou simplement à la monotonie d'un jour sans distraction. Cette fois, elle mettait fin à une errance de 2 semaines. Ángel était fatigué de dormir dehors, de fuir chaque matin un peu plus vers le sud. Il avait entendu dire que cette maison était la dernière avant le désert et la mer, le refuge idéal pour un homme recherché. C'était là qu'il voulait dormir. Lorsque le petit Paolo revint, trempé jusqu'aux os, il découvrit ses parents allongés sur le sol et il comprit. Ángel l'attendait, son couteau à la main. « Viens ici, » lui dit-il. Paolo ne bougea pas. Il fixait la lame souillée, la main qui serrait le manche, le bras qui ne tremblait pas. Sur le toit de tôle, la pluie semblait jouer du tambour, comme au cirque avant le salto des trapézistes. « Quel âge as-tu » demanda Ángel.
Je ne sais pas. Sais-tu faire la soupe ? L'homme avait beau serrer le manche de son couteau, il n'arrivait pas à se décider. L'enfant, très petit, très sale, très mouillé, se tenait là devant lui, et il ne parvenait pas à s'imaginer mettre fin à sa vie. Un sursaut inattendu de sa conscience, peut-être un peu de pitié, retenait son bras. « Je n'ai jamais tué d'enfant, dit-il. »« Moi non plus, » répondit Paolo. Cette réponse arracha un sourire à Angèle. « Sais-tu faire la soupe, oui ou non ?»« Je crois que oui. »« Fais-moi de la soupe alors. » Angèle rangea son couteau. Il épargnait ce gamin avec un certain soulagement. Il se disait qu'il n'était pas contraint de le tuer. Le petit ne l'empêcherait pas de dormir ici. Et d'ailleurs, il l'enverrait au puits chercher de l'eau plutôt que d'y aller lui-même. Ce serait commode. Paolo se dirigea vers le fond de la maison, pénétra dans un réduit obscur où sa mère stockait de maigres provisions, et en ressortit bientôt avec quelques patates, un poireau, un navet, un morceau de lard desséché. La soupe, bien qu'il n'en ait jamais fait, il savait comment cela se faisait. Il avait si souvent observé sa mère que c'était rentré tout seul. Pour faire le feu, il n'avait qu'à imiter les gestes de son père. C'était facile. Quand la soupe fut prête, il se tourna vers Angèle Allegria. « Serre-moi, » dit l'assassin. Paolo alla chercher une écuelle en fer de son père, la plus grande, et la posa sur la table, loin de la tache de sang et de vin. Il y versa la soupe. « Mange avec moi, » ordonna Angèle. Paolo alla chercher une autre écuelle, la plus petite, la plus cabossée, la sienne. Il se servit et prit place sur le banc face à l'homme qui buvait déjà en faisant des bruits de succion. La pluie avait cessé. Il ne faisait pas froid dans la maison, grâce au feu qui crépitait dans la cheminée. Derrière la fenêtre, la nuit s'avançait comme une mer noire suspendue en l'air, menaçant de se déverser sur la maison et de noyer le monde. Paolo alluma une chandelle. « Mange donc, » lui dit Angèle. La soupe sentait bon. Sans cesse, les yeux de l'enfant allaient se poser sur les corps inertes allongés par terre. Il mit ses mains autour de l'écuelle, mais il n'arrivait pas à la porter à sa bouche. L'assassin se retourna et regarda à son tour les deux cadavres. « C'est ça qui te coupe l'appétit ?» Paolo fit signe que oui. Alors Angèle Allegria se leva de son banc et poussa un soupir. Bon. Il alla fouiller dans le réduit et y trouva une pelle. « Viens, dit-il, j'ai besoin que tu m'éclaires. » Paolo prit la lampe tempête, l'alluma et sortit dans la nuit avec l'homme. Il le vit traîner les corps de ses parents sur les caillasses. « La terre est dure, » l'avertit Paolo. Ce n'était rien de le dire. Il fallut 2 heures à Angèle pour creuser un trou à peine suffisant pour les 2 morts. La pelle butait contre les pierres, les racines. Le manche lui brûlait les mains. Enfin, il parvint à placer les corps dans le trou. Il le reboucha, tassa la terre sur le monticule et s'essuya le front par réflexe. Le vent venu de la mer lui asséchait la peau. Il avait à peine transpiré. « T'es content ?» lança-t-il au gamin. Paolo, la lampe levée à la hauteur de son visage, regardait la tombe. Il eut envie, un court instant, de s'enfouir à son tour sous cette terre, pour y dormir. Mais il savait qu'il n'en avait pas le droit, puisqu'il n'était pas mort. Il faisait bien la différence. Dans ce monde, sur cette terre perdue, seuls les morts connaissaient le repos. Les vivants, eux, n'avaient qu'à serrer les dents pour supporter l'existence. C'était là le cadeau qu'Angèle venait de faire à Paolo. Une vie. Mais quelle vie ? « Viens là, » dit l'homme. « Il n'y a plus rien à voir, et la soupe est froide. »